on est dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec des débats dès la Révolution française qui nous influent encore aujourd'hui. On avait à l'époque deux visions. Une vision qui était portée par Sieyès, Tourret et Condorcet, qui souhaitait, qui avait une vision un peu géométrique du territoire et qui souhaitait la création d'environ 6 500 municipalités, toutes égales en territoire. Et on avait une autre vision qui était la vision de Mirabeau et qui souhaitait adosser les communes aux anciennes paroisses qui existaient à cette époque-là. Donc, vous l'avez compris, c'est la deuxième vision qui l'a emporté. Sur la base de 44 000 paroisses environ, on a abouti donc en 1789 à 38 000 communes. Alors, ce bond dans le temps peut vous paraître très lointain, mais il faut bien comprendre que depuis, il n'a jamais quasiment été possible, sauf à la marge, d'agrandir le périmètre des communes, alors que en parallèle, les demandes et les besoins des administrés ont très fortement évolué et que de plus en plus, on a eu des communes qui avaient du mal à être en capacité de répondre aux besoins des habitants, faute principalement de moyens financiers suffisants. Donc très vite, le législateur a voulu, entre guillemets, rectifier le tir en développant les premières formes de regroupement de communes pour qu'elles puissent mettre en commun des moyens pour répondre justement à leurs besoins d'équipement et aux besoins des habitants. Alors, à travers des formules au départ qui étaient très souples, comme les syndicats, les SIVU, les syndicats à vocation unique, puis le développement plusieurs années plus tard par les syndicats, les SIVOM, les syndicats à vocation multiple, alors qui sont des formes de regroupement de communes qui sont très souples, l'objectif étant vraiment de mettre, pour les communes, de mettre en commun des moyens pour pouvoir faire à plusieurs ce qu'elles n'étaient pas en capacité financière ou humaine de faire seules. Alors, ces syndicats ont été très, très présents, notamment en milieu rural, pour tout ce qui était électrification ou réseau d'eau, etc., assainissement. Chaque commune était libre d'y adhérer et chaque commune cotisait au prorata de ce que le syndicat lui fournissait comme service. Puis, peu à peu, le législateur va multiplier les outils de regroupement des communes, mais en franchissant une étape, c'est-à-dire en instaurant des formes plus ambitieuses d'intercommunalité, avec des nouvelles intercommunalités qu'on va appeler des établissements publics de regroupement intercommunaux à fiscalité propre, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à prélever l'impôt, voilà, sur les entreprises, sur les habitants. Pardon. Donc les premiers EPCI à fiscalité propre qui ont vu le jour sont les communautés de communes en 1992, puis les communautés d'agglomération en 1999. Je vais revenir un petit peu plus dans le détail ensuite. Les communautés urbaines avaient été créées au préalable dans les années 60 et les dernières nées sont les métropoles. Donc, en termes de sémantique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle d'intercommunalité, on parle donc bien souvent pardon, il y a un téléphone qui sonne près de moi. On parle bien souvent d'établissements publics, donc de coopération intercommunale. Donc, dans ces établissements, il y a les établissements à fiscalité propre, voilà, donc ceux qui ont le droit de prélever l'impôt, et les établissements sans fiscalité propre, qui sont ce que je viens de vous évoquer, et qui sont les premiers historiquement, les syndicats à vocation unique et les syndicats à vocation multiple. Alors,
À côté de ce premier type d'intercommunalité, il y a d'autres types de groupements de collectivités territoriales. Les syndicats mixtes dits fermés, qui peuvent comprendre des EPCI, donc des établissements publics de coopération intercommunale, et des communes, et des syndicats mixtes dits ouverts. Pourquoi? Parce qu'eux réunissent des établissements publics de coopération intercommunale, mais également d'autres types de collectivités, d'autres niveaux de collectivités, par exemple les départements et les régions, et parfois des instances consulaires, notamment les chambres d'agriculture ou les chambres de commerce et d'industrie. Pour vous donner un exemple de ce que peut être un syndicat mixte ouvert dans votre département, vous avez le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Étienne-Loire qui regroupe la métropole de Saint-Étienne, la chambre de commerce et d'industrie et le département. Voilà. Voilà pour vous donner un peu les grandes catégories, ce que forme l'intercommunalité, c'est-à-dire les différents groupements de communes entre eux et les différences au sein de cette intercommunalité entre les groupements qui ont une capacité à lever l'impôt pour financer des compétences et les groupements qui reposent sur des contributions budgétaires des communes. Alors, pour vous donner une idée de l'évolution de ces structures dans le temps, on a réalisé un tableau. Donc, vous retrouvez sur le tableau la date de création des différentes structures intercommunales qui peuvent exister. Et puis, un certain nombre d'étapes qu'on vous a mis. On a mis 1999 puisque c'est la date de création des communautés d'agglomération. Mais je vais peut-être insister sur deux dates qui sont 2016 et 2020. Vous voyez qu'entre ces deux dates, tout en bas sur le tableau, le nombre total d'EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine et métropole, a été quasiment divisé par deux, puisqu'on est passé de 2062 à 1254. Alors, il faut comprendre que cette réduction très importante, elle est le fait de ce qu'on appelle la loi NOTRe, qui voilà, a parfois été beaucoup décriée, notamment par les élus ruraux. Loi NOTRe qui est intervenue en août 2015 et qui, pour faire simple et dans les grandes lignes, prévoyait notamment de rationaliser le paysage intercommunal, sous-entendu de réduire le nombre de communautés existantes par un mouvement de fusion de communautés entre elles via ce qu'on appelle les schémas départementaux de coopération intercommunaux qui ont été initiés par les préfets dans chaque département et les élus ont pu ensuite éventuellement faire modifier plus ou moins fortement les schémas tels qu'ils avaient été proposés par les préfets. Donc, on est arrivé à un mouvement très important de fusion de communautés entre elles. Dans certains départements, le nombre de communautés entre 2016 et 2020 a parfois été diminué de moitié, voire plus. Alors, vous pouvez voir aussi que le nombre de syndicats, donc les deux premières lignes notamment, syndicats de communes, SIVU et SIVOM, ont eux aussi surtout les SIVU ont assez fortement diminué. Pourquoi? Parce que quand on élargit le périmètre des communautés de communes, des communautés d'agglomération, la loi indique que les syndicats qui sont inclus à l'intérieur des grands périmètres, des nouveaux grands périmètres des intercommunalités, ces syndicats ont vocation à disparaître. Ce qui explique la diminution assez forte des syndicats ces dernières années. Alors, si on veut faire une petite synthèse pour que vous ayez bien en tête les différences, donc on a bien
deux familles d'intercommunalités, les syndicats d'un côté, les communautés et les métropoles de l'autre. Alors, certes, il peut y avoir des objectifs communs, hein, c'est bien sûr de rationaliser les équipements, d'augmenter le niveau de service au bénéfice des habitants, de réaliser dans la mesure du possible des économies d'échelle, mais les communautés et les métropoles ont une ambition qui leur a été donnée par la loi, plus importante, puisque leur objectif est de concevoir le développement d'un territoire et, alors attendez, excusez-moi, je suis allée un peu trop vite, et de concevoir un développement qui soit qui aille au-delà de la simple addition des territoires communaux. Les syndicats dans les syndicats, les communes sont libres de choisir les compétences qu'elles transfèrent, qu'elles veulent que le syndicat exerce à leur place. Elles sont libres de définir le périmètre et les clés de répartition, c'est-à-dire la contribution qu'elles vont apporter au syndicat. Pour les communautés et les métropoles, les textes sont plus, je dirais, plus ambitieux, puisque la loi définit des domaines de compétences qui doivent être obligatoirement exercés par ces communautés et ces métropoles. Et Sylvie Jeansolin reviendra sur les compétences tout à l'heure. Le périmètre est, lui, également plus contraint, avec notamment des seuils de population sur lesquels je vais venir juste après. Une des caractéristiques, c'est que ces communautés et ces métropoles ont la possibilité, enfin, c'est même pas qu'elles ont la possibilité, c'est qu'elles lèvent l'impôt, voilà, pour financer l'exercice des compétences qu'elles exercent, et elles bénéficient d'un certain nombre de dotations, et notamment la dotation globale de fonctionnement. Donc vous entendrez probablement dans les semaines ou les mois à venir parler parfois par des élus qui ont un peu plus d'expérience, d'un côté d'intercommunalité de gestion pour tout ce qui relève des syndicats et vous l'aurez compris du coup d'intercommunalité de projet pour les communautés et les métropoles, puisque elles ont pour objectif de concevoir un projet pour leur périmètre, donc pour leur territoire, au bénéfice de leurs habitants. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Si je vais trop vite, n'hésitez pas non plus à me le dire ou à me faire préciser un certain nombre de choses. Donc voilà, pour vous donner, je dirais, rapidement le contexte un peu historique du paysage intercommunal dans lequel on se trouve actuellement. On vous a mis dans cette slide, puisque les choses ont évolué depuis la loi NOTRe de 2015, les seuils de population aujourd'hui. Donc, pour les communautés de communes, au moins 15 000 habitants, sauf dérogation, notamment liée à la densité démographique. Je vais y revenir dans quelques instants. Les communautés d'agglomération, donc un seuil de plus de 50 000 habitants comprenant la ville-centre, ou alors plus de 15 000, une unité urbaine et plus de 15 000 habitants, ou, et c'est la dernière modification qui a été apportée par les textes, notamment pour des communautés d'agglomération qui se trouvent dans des départements très ruraux où on n'a pas, où il est difficile d'avoir un périmètre à 50 000 habitants. Et là, il a été possible de créer des communautés d'agglomération avec un périmètre comprenant 30 000 habitants, à condition qu'il inclue le chef-lieu du département. Donc, on a également les communautés urbaines, voilà, avec plus de 250 000 habitants, et les métropoles, plus de 400 000 habitants, ou alors des EPCI de plus de 400 000 habitants, ou les EPCI au sein d'une zone d'emploi de plus de 400 habitants. Voilà, donc vous voyez qu'il y a, plus on monte dans l'intégration des communautés, plus le seuil d'habitants évolue. Alors, pour les communautés, je vous ai parlé, notamment les communautés de communes, je vous ai parlé de dérogation ou d'exception. Au moment des débats sur la loi NOTRe, il y a eu
voilà, il y a eu des débats assez houleux sur quel était le seuil minimum pour créer une communauté de communes. Il avait été fixé au départ à 20 000 habitants. Vous comprenez que dans certains départements, je prends l'exemple, je ne sais pas, de la Creuse ou de la Lozère, où on doit avoir des périmètres excessivement grands pour pouvoir atteindre les 15 000 habitants. Donc le législateur a prévu un certain nombre de dérogations. Donc peuvent se créer des communautés au minimum de 5 000 habitants pour des EPCI dont la moitié des communes seraient situées en zone de montagne, pour les communes des îles, et puis pour des EPCI dont la densité serait inférieure à 30% de la densité nationale. Donc peut-être que c'est le cas d'un certain nombre de communautés dans votre département. Mais il me semble que oui, d'ailleurs. Il me semble que vous avez une ou deux communautés qui sont dans ce cas de figure. Voilà, je vois que quelqu'un dit que c'est aussi le cas dans votre département. Voilà. Donc, pour vous planter un peu à la fois le paysage et les caractéristiques démographiques de ces EPCI à fiscalité propre. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe aux différentes instances de l'intercommunalité, à commencer par l'organe délibérant qui, vous voyez, quel que soit le type de structure, que ce soit pour les communautés de communes, agglomérations, communautés urbaines ou métropoles, s'intitule de la même manière. Donc c'est le conseil communautaire. C'est donc l'équivalent du conseil communal dans les communes. Donc, il est composé de représentants, dans tous les cas, de représentants des communes qui sont membres de ces EPCI à fiscalité propre. Alors, ce qui varie, en revanche, c'est que ce nombre de représentants évolue d'une communauté à l'autre, que ce soit par type de groupement, mais même au sein de ces groupements, en fonction du nombre de communes qui les composent. Mais ce qu'il faut je dirais, bien avoir en tête, c'est que le mode de désignation, et vous l'avez connu avec le premier tour des élections municipales et le second tour de dimanche prochain pour certains d'entre vous, j'imagine, c'est que le mode de désignation de ces représentants varie, non pas selon le type de groupement, mais selon la strate démographique des communes. Puisque dans les communes de moins de 1000 habitants, on a classiquement désormais un délégué communautaire par commune, et c'est très souvent le maire, sauf s'il décide de ne pas être délégué ou de démissionner de sa fonction de délégué communautaire, puisque dans les communes de moins de 1000 habitants, les délégués communautaires sont choisis dans l'ordre du tableau. Donc maire, premier adjoint, second adjoint, etc. Dans les communes de plus de 1000 habitants, on a un fléchage sur le bulletin de vote aux élections municipales et intercommunales, d'ailleurs, puisque désormais ça porte les deux noms, avec un nombre d'élus fléchés intercommunaux qui correspond au nombre d'élus qui sont fixés par la loi ou qui ont été fixés par votre intercommunalité en cas d'accord local, si elle a pu avoir un accord local. Je pourrais y revenir tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce fléchage est relativement récent dans notre législation, puisqu'il date simplement des élections municipales et intercommunales précédentes, donc celle de 2014. Donc on a désormais des élus intercommunaux qui sont élus au suffrage universel direct dans ces communes de plus de 1000 habitants. L'idée du législateur étant de faire en sorte qu'il y ait une cohérence
démocratique entre ces intercommunalités et le fait qu'elles montent depuis quelques années très fortement en compétences et surtout qu'elles ont voilà, cette capacité à lever l'impôt. Voilà, pour ce qui est de l'organe délibérant. Pour sa composition, donc les principes sont relativement simples. À minima, un délégué par commune membre, de manière à ce que chaque commune membre soit représentée. Aucune commune, alors s'il y a un minimum de représentation qui est prévu, il y a aussi un maximum. Aucune commune ne peut avoir plus de 50% des sièges au conseil communautaire. La répartition des délégués communautaires tient compte de la population de chaque commune. Donc, voilà, il y a une prise en compte de la population. Donc, soit par le recours à ce qu'on appelle la méthode de droit commun qui est fixée par la loi, qui fixe le chiffre, ou bien par un accord local quand il a été possible au sein de vos communautés d'avoir recours à cet accord local. Le nombre total de sièges du conseil communautaire, c'est un peu sur le même principe du conseil municipal, donc il est plafonné. Et puis, autre point, le nombre de vice-présidents est lui aussi plafonné. Il ne peut pas être supérieur à 15 et il ne peut pas non plus excéder 20% du nombre total de délégués communautaires et avec un minimum qui est fixé, donc à 4 vice-présidents. S'il n'y a pas de questions, j'avance toujours. N'hésitez surtout pas. Je regarde, mais je n'ai rien dans le chat pour le moment. Alors, je continue alors. Deuxième instance obligatoire de ces intercommunalités à fiscalité propre, donc le bureau. Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Alors, il peut recevoir délégation d'un certain nombre d'attributions du conseil communautaire. Alors ici, on est à l'inverse du conseil municipal, c'est-à-dire que la loi vous dit que le conseil communautaire peut donner délégation au bureau, sauf tout ce que le Code général des collectivités territoriales liste comme étant impossible, et notamment, je ne vais pas toutes les citer, vous en prendrez connaissance, mais notamment tout ce qui relève du budget, le vote du budget, l'approbation du compte administratif notamment, et voilà, les différentes dispositions à caractère budgétaire prises par la communauté. Voilà, donc là-dessus, j'avance assez rapidement, peut-être pour en venir à quelque chose qui est beaucoup plus nouveau, puisque la troisième instance obligatoire désormais des EPCI à fiscalité propre, c'est ce qu'on appelle la conférence des maires et qui vient d'être introduite par la loi engagement et proximité qui date du 27 décembre dernier. Donc, cette conférence des maires est désormais obligatoire dans tous les EPCI à fiscalité propre, excepté lorsque le bureau est déjà composé de l'ensemble des maires des communes membres. Alors, dans beaucoup de communautés, de taille, je dirais, entre guillemets, raisonnable, quand vous avez entre 15 et 20, 25 communes, il est possible que l'ensemble des maires fassent partie du bureau. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, on a assisté à un mouvement très très important de fusion de communautés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir des communautés qui ont 60, 70, 90 communes. Donc vous comprenez bien que dans ce cas-là, les 90 maires ne peuvent pas être membres du bureau. Donc, à partir du moment où l'ensemble des maires ne sont pas dans le bureau, la communauté de communes, d'agglomération, doit créer une conférence des maires.
Cette conférence des maires, elle est présidée donc, par le président de la communauté et elle comprend, en plus du président, donc la totalité des maires des communes qui forment la communauté. Elle se réunit sur un ordre du jour qui est déterminé à l'avance, à l'initiative du président, mais elle peut également se réunir à la demande d'un tiers des maires. Toutefois, quand cette demande est faite à l'initiative des maires, les réunions sont limitées à 4 par an. Voilà. Et chaque communauté devra déterminer les règles de fonctionnement de cette conférence des maires, puisqu'il n'y a pas de décret d'application qui est prévu sur ce point. Alors, l'objectif, hein, il faut bien comprendre, de cette conférence des maires, mais comme d'ailleurs l'objectif de la loi engagement et proximité, a été de revenir sur un certain nombre, ce qu'on a appelé les irritants de la loi NOTRe, et notamment un des irritants principaux qui était, à tort ou à raison, hein, il ne m'appartient pas de juger, qui était un sentiment de dessaisissement de beaucoup de communes vis-à-vis de leur intercommunalité et qui avaient l'impression, à juste titre, hein, pour beaucoup, d'être, notamment depuis que ces fusions et ces grands périmètres de communautés ont été constitués, d'être tenus très à l'écart d'un certain nombre de choix ou de décisions que pouvaient faire les communautés, comme si les communautés avaient une existence propre qui était quasiment devenue indépendante des communes membres. Donc la loi engagement et proximité, via cette conférence des maires, a voulu que les maires soient beaucoup plus impliqués et de manière obligatoire dans la vie des communautés. Donc voilà pourquoi cette conférence des maires est rentrée dans notre arsenal législatif. Alors, je continue peut-être, sauf s'il y a des questions, je regarde. Non, donc je continue sur les aspects de gouvernance intercommunale qui, eux aussi, ont été améliorés sur certains aspects par la loi engagement et proximité, pour les raisons que je viens de vous donner, hein, pour éviter qu'il y ait cette espèce de décrochage entre les communes et leur communauté. Ne perdons jamais de vue qu'une communauté de communes, d'agglomération, une communauté urbaine, une métropole, n'est pas une entité en soi complètement indépendante. Elle n'existe que parce que les communes ont choisi, alors plus ou moins contraintes, etc., certes, mais ont choisi d'en faire partie. Donc, il est normal qu'il y ait des liens réels entre ces communes et ces communautés. Alors, le premier dispositif qui a été introduit par la loi engagement et proximité, c'est ce qu'on appelle le pacte de gouvernance. Alors, il s'agit d'un dispositif qui est facultatif, puisqu'il est prévu... alors, je m'explique sur le côté facultatif, hein. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou après une fusion de communautés, le président doit obligatoirement inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire un débat suivi d'une délibération sur l'opportunité ou non d'élaborer un pacte de gouvernance. Ce qui est obligatoire, ce n'est pas le pacte de gouvernance, c'est bien le fait d'en débattre et de délibérer sur le fait qu'on va faire ce pacte ou non. Si l'organe délibérant, donc si le conseil communautaire décide d'élaborer ce pacte, il doit l'adopter dans les 9 mois qui suivent le renouvellement général du conseil communautaire ou qui suivent une fusion. Après avis des conseils municipaux, hein, ça
rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas déconnecter les communes des communautés. Donc les communes ont leur avis à donner, et non seulement elles ont leur avis à donner, mais au-delà même, elles doivent participer à l'élaboration de ce pacte. Et cet avis doit être rendu dans un délai de 2 mois après transmission du projet de pacte par la communauté aux communes. Autre point qui a été prévu par la loi engagement et proximité, toujours pour élargir un peu les consultations en dehors même de la seule communauté et des seuls délégués communautaires, un débat et une délibération sur les façons de consultation de ce qu'on appelle les conseils de développement. Voilà, donc je pourrais revenir sur les conseils de développement tout à l'heure, et les modalités d'association de la population à la conception et à la mise en œuvre et à l'évolution des politiques qui sont portées par les établissements publics de coopération intercommunale. Alors, juste peut-être un point, pardon, sur les conseils de développement. Donc les conseils de développement, ce sont des instances qui rassemblent les forces vives du territoire et qui peuvent venir appuyer en termes de réflexion les communautés de communes, d'agglomérations, etc. Ces conseils, désormais, ne sont obligatoires que dans les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants. Ça ne veut pas dire que si on ne fait pas 50 000 habitants, on ne peut pas prévoir la création d'un conseil de développement ou la façon dont on va associer les habitants aux réflexions sur les politiques que va mener la communauté. Voilà sur le pacte de gouvernance. Alors, attendez, je vais trop vite. Alors, la loi ne détermine pas, et en ça, c'est très intéressant, puisque plus une loi détermine les choses, plus vous êtes contraint. Là, la loi ne détermine pas ce que vous devez mettre ou ce que vous pouvez mettre dans un pacte de gouvernance si toutefois vous choisissez d'en avoir un, mais elle dit que le pacte peut prévoir les modalités de consultation des communes et les modalités d'association des maires à la décision, donc via la conférence des maires, ou via des conférences territoriales. Par exemple, les modalités de consultation et d'association des maires sur un secteur géographique particulier dans une communauté, parce que ces maires sont intéressés par des thématiques ou par des compétences très particulières qui ne concerneraient pas la totalité du périmètre de la communauté. Ou encore au sein de commissions spécialisées, donc il serait créé en plus des commissions obligatoires que le législateur rend obligatoires dans les communautés. Le pacte peut aussi prévoir un renforcement des responsabilités qui peuvent être accordées aux communes et à leurs élus, notamment les conditions dans lesquelles une communauté peut confier par délégation aux communes la gestion d'un certain nombre d'équipements ou de services qui relèvent de ses compétences à la communauté, mais c'est un principe de souplesse qui veut que ce type de délégation permet de penser, si vous voulez, une compétence à l'échelle communautaire, de mobiliser les ressources humaines et financières toujours à cette échelle communautaire, mais de confier son exercice effectif, donc l'exercice effectif de la compétence, à une commune, parce que la commune et la communauté vont juger que c'est plus efficace, plus efficient. Je prends un exemple, une communauté qui aurait la compétence scolaire et qui déciderait par délégation de confier l'entretien d'une école à une commune parce que en termes de proximité, d'efficacité, c'est beaucoup plus efficient de le confier à une commune. Alors le pacte peut aussi prévoir les conditions dans lesquelles le président d'une communauté peut déléguer au maire d'une commune, et ça c'est intéressant également, l'engagement de dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou alors où est-ce que je suis, j'ai pas avancé.
voilà, de dépenses d'entretien d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Alors ici, le pacte, par contre, devra fixer les conditions dans lesquelles le maire va disposer d'une autorité fonctionnelle sur les services de la communauté à travers ce qu'on appelle des mises à disposition de services sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Le pacte peut également contenir des orientations en matière de mutualisation de services, c'est-à-dire de mise en commun de moyens entre la communauté et ses communes. Et il peut également, mais ça n'est qu'à titre indicatif, hein, le pacte il peut contenir moins de choses ou beaucoup plus de choses que ça, les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et au sein des commissions de vos communautés. Alors, beaucoup de communautés ont travaillé à améliorer je vais aller un peu trop vite, une meilleure participation des maires et plus largement des élus municipaux aux choix, aux réflexions et aux choix qui sont réalisés à l'échelle intercommunale. Dans le document, je crois qu'on vous a mis un lien un peu plus loin, on vous a mis un lien vers des fiches pédagogiques sur les différents modes de gouvernance au sein des communautés, communautés de communes, communautés d'agglomération hein, notamment. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce document dans lequel vous trouverez beaucoup d'exemples de partage de modes de gouvernance entre communes et communautés, et notamment celui qui pourra vous intéresser particulièrement, celui de Loire-Forez Agglomération. Monsieur Berthéa, son président, a d'ailleurs été à 2 reprises le grand témoin de 2 journées thématiques qu'on a organisées sur la gouvernance dans les intercommunalités, parce que cette communauté d'agglomération est vraiment allée assez loin dans les dispositifs de gouvernance pour mieux associer les élus municipaux dans la vie de la communauté. Alors, toujours en matière de gouvernance, la loi engagement et proximité est venue aussi améliorer la participation des élus municipaux au fonctionnement des communautés en ouvrant 2 portes principales. En cas d'empêchement, le membre d'une commission intercommunale peut être remplacé désormais pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune, à condition qu'il soit désigné par le maire. Et les élus municipaux qui suppléent le maire ou qui ont reçu délégation, mais qui ne seraient pas membres d'une commission, peuvent y assister, mais bien entendu ne peuvent pas participer au vote de la commission. Voilà ce que je pouvais vous dire pour balayer, j'en ai bien conscience, rapidement les aspects de gouvernance, mais c'est aussi pour ça que je vous ai renvoyé vers les fiches pédagogiques qu'on a réalisées sur ce sujet. Je vais passer, sauf s'il y a des questions, mais je crois qu'il n'y en a toujours pas. J'espère qu'il n'y a pas de questions parce qu'on est clair et pas parce qu'on ne va pas trop vite. Vous n'hésitez surtout pas. Je vais passer la parole à ma collègue Sylvie Jeansolin pour qu'elle évoque avec vous les compétences des intercommunalités en faisant le détail par type d'intercommunalité. Donc, je lui donne la main sur le partage d'écran. Je crois, oui. C'est bon pour nous. Alors, Sylvie Jeansolin qui s'appelle pour ce soir Nathalie D'autre, hein, comme Catherine Denis l'aurait remarqué. C'est pas grave, nous on sait comment on s'intitule. Tout va bien. Désolée. Ok. Bon, j'ai perdu le chat par contre, Nathalie, mais peut-être pas très grave. Mais je te les lirai, Sylvie. Si D'accord. Donc moi, je continue l'intervention avec les points sur les compétences de l'intercommunalité. Alors, vous êtes tous membres d'intercommunalité, donc vous avez tous déjà une petite idée peut-être
des compétences de l'intercommunalité à laquelle vous appartenez. L'idée, c'est de refaire un peu le point, hein, qu'on soit bien au clair, parce que c'est quand même un sujet assez... il y a plein de variantes. Le premier point important, on y revient rapidement, c'est l'histoire des principes. À l'origine, deux principes, un principe de spécialité. Spécialité, ça veut dire on fait une compétence pour laquelle on est nommé, vous voyez dans les statuts, et un principe d'exclusivité. Une fois qu'on est compétent sur un sujet, eh ben, les communes sont dessaisies. Une première conséquence, c'est que du coup, on comprend bien que les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales, elles n'ont pas la clause de compétence générale, contrairement aux communes. Ce sont donc bien des administrations d'attribution. Elles ont des compétences précises qui leur sont données et qu'on peut lire dans leur statut, qui leur sont données de plusieurs façons, puisque ça se complique un peu. Il y a plusieurs types de compétences. Il y a des compétences qui sont obligatoires, c'est celles qui sont effectivement données par la loi, sur lesquelles on ne peut pas s'y soustraire. Et il y a des compétences qui sont volontaires, c'est celles qu'on va rajouter par un transfert volontaire des communes membres, qui vont transférer la compétence à la communauté. Et enfin, on peut, comme tous les principes sont, vous l'avez bien compris, ont des exceptions et acceptent des exceptions, on peut aussi exercer ces compétences de façon partagée. Qu'est-ce que ça veut dire partager? C'est-à-dire qu'une compétence, c'est quelque chose de très large, très grand, avec une définition un petit peu vague. Et quand elle s'applique dans les territoires, eh ben, il peut y avoir des tas de situations assez différentes. Et donc, certaines des compétences peuvent accepter la notion d'intérêt communautaire. Qu'est-ce que c'est l'intérêt communautaire? C'est un choix qui est soit donné par la loi dans le cas d'une compétence obligatoire, soit défini par les communes et l'intercommunalité quand il s'agit d'un transfert volontaire, d'une compétence volontaire. Et ce choix, c'est la ligne de partage entre ce que fera la communauté et ce que vont garder les communes. Il y a plein d'exemples là-dessus et ça peut expliquer que quelquefois on dit, ah ben tiens, je croyais que c'était une compétence communautaire, mais finalement on a gardé un petit bout de la compétence. Par exemple, c'est un exemple facile à comprendre. La communauté a pris les compétentes pour les équipements sportifs d'intérêt communautaire. Elle a choisi la piscine et quelques grands stades et elle a laissé les petits stades utilisés par les associations communales et ils sont restés d'intérêt de compétences communales et ne sont pas devenus d'intérêt communautaire. Ils ne sont pas venus, c'est l'intérêt communautaire qui fixe la barrière. Excusez-moi pour les mots un peu coupés. Alors, l'intérêt communautaire, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut, que la compétence accepte l'intérêt communautaire. Certaines compétences, vous ne pouvez pas. On va le voir par la suite. Et il faut le définir au plus tard, 2 ans après le transfert de la compétence. Si vous ne le définissez pas, l'intérêt communautaire, eh ben, au bout d'un moment, c'est le PCI, on considère qu'il exerce l'intégralité de la compétence. Comment définir l'intérêt communautaire? C'est effectivement la question un peu difficile sur laquelle vous pouvez vous poser. Oui. Vous m'entendez bien? D'accord. Comment définir l'intérêt communautaire? La diapo vous donne des exemples. Ça peut être des critères physiques, la taille, les grands équipements, un seuil d'accueil du public, tous les équipements qui vous reçoivent plus de 5000 personnes. La localisation, vous pouvez dire tel équipement dans telle commune est d'intérêt communautaire, tel autre ne l'est pas. Vous pouvez faire des zonages. Les critères peuvent être aussi de type qualitatif, par exemple renvoyer à une liste, à un contrat de développement, ce qui est prévu dans le contrat, à une publication. Vous pouvez prendre un topo guide et passer au stabilo jaune tout ce qui est d'intérêt communautaire et qui sera exercé par la communauté et tout ce qui reste aux communes, ou une zone identifiée par le cadastre. Voilà alors il y a eu plein d'exemples.
puisque ça fait déjà un petit moment que les communautés ont travaillé ces questions d'intérêt communautaire, et en général, vous pouvez assez facilement arriver à une bonne proportion entre ce que font les communes et ce que fait la communauté. Par contre, il faut y penser et vous pouvez toujours revenir, hein, améliorer si la définition n'était pas très très bonne au départ. Comment on se met d'accord sur l'intérêt communautaire? Je reviens un tout petit peu en arrière. Il faut le voter au sein du conseil communautaire à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Pourquoi? Parce qu'après, ça va s'imposer à tout le monde. Donc, il faut une majorité assez forte sur le sujet. Là, on revient sur le transfert de compétences. Là, donc, il faut bien voir les choses. On a des compétences obligatoires, on a des transferts volontaires de compétences. Une fois qu'on aura bien tout ça au clair, il faut à chaque fois, quand c'est possible, définir l'intérêt communautaire. Le transfert volontaire de compétences, c'est un accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux. Pourquoi c'est important d'insister là-dessus? Parce que quand vous transférez une compétence de façon volontaire, ça va s'appliquer à tout le monde. Si vous choisissez de transférer la compétence logement social d'intérêt communautaire, par exemple, tout logement social sur le territoire rentrant dans l'intérêt communautaire, ça s'applique à toutes les communes. Donc cet accord à la majorité qualifiée est assez bien élaboré. Vous voyez, il faut l'accord des 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale, ou l'inverse, et l'accord des communes les plus peuplées, représentant plus de 25% de la population. Donc, une délibération du conseil communautaire qui dit « on voudrait bien, on est d'accord pour essayer de prendre telle compétence ». Là, à la suite de ça, les communes délibèrent, elles ont 3 mois. Si elles ne disent rien, c'est acceptation implicite, et ensuite, ça bascule dans le berceau de l'intercommunalité. L'intérêt communautaire, vous pouvez constater rapidement que c'est par contre beaucoup plus simple. C'est quand même le conseil communautaire lui-même qui le détermine à la majorité des suffrages exprimés, c'est-à-dire que s'il y a des gens absents ce jour-là, ben, ça passe quand même. Revenons sur maintenant, peut-être rappeler les compétences obligatoires et les compétences qui sont, puisque si on connaît les compétences obligatoires, on pourra deviner c'est quoi les compétences volontaires. Avant, on parlait de compétences obligatoires, compétences optionnelles, compétences supplémentaires, compétences facultatives. Aujourd'hui, tout ça est complètement réglé. Il y a 2 types de compétences, les obligatoires et toutes les autres. Donc, connaître les obligatoires, c'est important. Et elles sont différentes pour les communautés de communes et pour les communautés d'agglomération. Elles se ressemblent beaucoup, mais il y a des différences. Il faut bien lire le texte parce que le diable se cache dans les mots et vous allez voir que des petits bouts de phrases peuvent avoir beaucoup de sens pour votre communauté. Communauté de communes, dans les 7 compétences obligatoires, on a l'aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire. Donc là, il faut déterminer quels sont par exemple, les actes d'intérêt communautaire, schéma de cohérence territoriale, le SCOT, et le plan local d'urbanisme, qu'on appelle le PLUI, sauf opposition des communes. L'opposition des communes, c'est important, je le rappelle, elle se manifeste 3 mois avant, le 1er janvier, parce que là, au renouvellement des conseils municipaux, si vous ne faites rien, si vous ne délibérez pas, la communauté de communes sera compétente pour le PLUI. Pour s'opposer, il faut le faire entre octobre et décembre de l'année 2020 par un nombre de délibérations des communes. J'ai oublié, il faut qu'il y ait, je crois, 25% des communes qui s'opposent au transfert de la compétence PLUI avec la commune et les communes qui représenteraient plus de 20% des habitants. C'est important, hein, c'est une compétence locale assez forte, le plan local d'urbanisme. Et si vous ne faites pas, si vous ne pensez pas à délibérer, eh ben, la communauté sera compétente d'office au 1er janvier 2021, ce qui n'est peut-être pas ce que vous avez souhaité. Il ne faut pas rater la date de délibération sur ce sujet à la rentrée entre octobre et décembre.
donc attention aux mots, bien lire tout ce chapitre de compétences. Action de développement économique, depuis la loi 2000 de 2015, qui a monté énormément, hein, qui a donné beaucoup de compétences aux communautés et aux intercommunalités. Les zones d'activité économique maintenant sont toutes intercommunales. Il n'y a plus de zones communales et de zones intercommunales. Après, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une zone. Il peut y avoir un sujet. Hein. Est-ce qu'une zone, c'est juste un endroit où il y a des terrains à vendre? A priori, la loi donne, on a trouvé des définitions et les juristes ont cherché. Pour que ce soit une zone d'activité économique, il faut plus que des terrains à vendre, il faut une vraie politique, il faut un accueil des entreprises, peut-être un point, des activités tournées vers les entreprises pour qu'on considère que c'est vraiment une zone d'activité économique. Politique locale du commerce, soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, je souligne encore, il faut définir les activités commerciales d'intérêt communautaire. Promotion du tourisme, vous voyez, ce n'est pas tout le tourisme, mais c'est la promotion du tourisme et la création d'offices de tourisme. Mais là aussi, il y a des exceptions. Les communes qui relèvent du statut de station classée tourisme peuvent conserver leurs compétences. Toutes ces exceptions et tout ce travail vient de demandes qui ont été portées par les associations d'élus qui ont constaté que sur le terrain, monter toute la compétence à l'intercommunalité posait problème. Les animations touristiques, vous voyez, restent une compétence partagée. Reste une compétence partagée, ça veut dire qu'elle reste une compétence communale avec possibilité pour l'interco de faire certaines choses si vous transférez volontairement avec un intérêt défini sur ce sujet. Depuis 2018, c'est les compétences lourdes de gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, on dit souvent GEMAPI, création, gestion des aires d'accueil des gens du voyage, collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés, c'était déjà pratiquement intercommunal, mais il peut y avoir encore des sujets. Assainissement, eau et assainissement, on va les dire comme ça, mais là aussi, il y a eu des débats très importants l'année dernière et qui ont poussé le gouvernement et la loi à reconnaître que les communes pouvaient s'opposer au transfert de l'eau et de l'assainissement avec une gestion au plus tard en janvier 2026. C'est-à-dire qu'on peut repousser en fait la compétence, mais on ne l'a, en 2026, normalement, ça deviendra intercommunal. La compétence, ça veut dire la responsabilité. Ça ne veut pas dire le mode de gestion. On le rappelle, toutes ces compétences, les intercommunalités, quand elles les ont, elles peuvent les exercer en les reconfiant à des syndicats, à d'autres entités locales, mais essentiellement des syndicats de communes, syndicats mixtes, dont Catherine vous a parlé au début, et qui, eux, vont vont faire la gestion de ces compétences pour les communautés qui le leur ont confiées. Et celui qui est responsable de la compétence, c'est la communauté. Quand le syndicat disparaît ou fait autre chose, ça revient à la communauté et la communauté siège au sein du comité syndical pour donner son avis sur la façon dont la compétence va être exercée. Voilà. Le fait d'être compétent n'empêche pas de faire un choix de gestion qui convient. Les compétences facultatives, elles se découlent, mais il y en a une liste qui sont quand même bien indiquées ici. Les plus connues, et vous voyez toute autre partie de la compétence non mentionnée, service à la population, petite enfance, enfance, jeunesse, tout ce qui peut venir en plus, mais qui n'est, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il fait Laurent? C'est qui lui? Alors, Laurent, il a dû vouloir partager son écran, il s'est trompé. Alors, Laurent, Laurent, il faut... Laurent, c'est qui? Laurent ou Laurence? Je ne sais pas. Alors, me voilà revenu. Est-ce que vous me voyez? pas encore. Pas encore. Ah. Bon, j'arrive. On entend tout ce qui se passe dans les couloirs, en plus, c'est formidable. Alors, non. Okay. Excusez-nous. Partager du contenu, voilà. C'est celui-là, voilà.
Voilà. Donc, je vais mettre là. Et normalement, le chat se met là. Et voilà. Et je peux remettre le micro. C'est bon. C'est bon pour tout le monde? Alors, vous m'entendez? Parfait. Bon, on excuse Laurent, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on peut reprendre. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière, puisqu'on était sur les compétences facultatives. Bon, vous lirez la diapo, on ne va pas s'éterniser, mais vous voyez que certaines de ces compétences facultatives sont listées par la loi, avec précision aussi d'intérêt communautaire. Et puis, c'était les anciennes compétences optionnelles, en fait, hein, qui sont restées un petit peu comme ça, mises en évidence. Et bien sûr, tout autre transfert dans les conditions dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire avec une majorité forte, puisque ça s'impose, une fois que le transfert est fait, à l'ensemble de la communauté. Voilà. Une compétence, pour illustrer un peu la complexité de la question des compétences, on en a une nouvelle qui vient d'arriver, celle qui s'appelle Organisation de la mobilité. C'est la loi du 24/12/2019, loi d'orientation des mobilités, la LOM, qui a proposé la compétence qu'on appelle d'être autorité organisatrice de la mobilité. Ça s'impose obligatoirement pour, alors, généralement, les communes, les communautés, les syndicats mixtes, etc., peuvent être autorités d'organisation de la mobilité. Elles peuvent bénéficier du versement mobilité, elles gèrent la compétence sur leur territoire, service régulier de transport scolaire. C'est obligatoire pour les communautés d'agglo, communautés urbaines, les métropoles, mais les communautés de communes peuvent délibérer jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà une délibération qu'il va falloir mettre à l'ordre du jour des conseils communautaires pour proposer la prise de compétence à leurs communes membres. Jusqu'au même, on a repoussé avec le problème de la crise sanitaire jusqu'en mars 2021. Et si les communes refusent, la communauté de communes ne devient pas compétente. La région peut être à son tour autorité organisatrice de la mobilité, mais dans le respect de ce qu'il y a sur place. C'est-à-dire, s'il y a déjà des syndicats ou des communes qui exercent la compétence et qui sont AOM, la région ne fera rien, elle vient juste boucher les trous si nécessaire. Donc, vous voyez l'imbrication un peu complexe, puisqu'il y a déjà des choses qui se font sur le territoire. Il ne fallait pas la prise de compétences par la communauté de communes, c'est un choix pour rationaliser peut-être ce qui existe, mais ça ne doit pas bousculer si tout va bien et si tout marche bien. Voilà, la région reste de toute façon autorité compétente pour les transports collectifs dits non urbains, le ferroviaire, les bus interurbains, etc. Et le département, donc vous voyez encore des petits bouts de compétences, reste compétent pour les services de transport des élèves handicapés, puisqu'il a une compétence sociale. Le tableau est quand même demande une lecture attentive. Sur les communautés d'agglomération, ça ressemble un petit peu aux communautés de communes, mais en beaucoup plus contraignant. Les communautés d'agglomération ont d'abord 10 compétences obligatoires, elles en ont plus, et elles ont beaucoup moins de choix que les communautés de communes. Vous le voyez, elles sont compétentes sur toutes les zones d'activité, mais aussi les zones qui sont d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire. Donc là, vraiment, c'est une totalité. Sur le commerce, on retrouve la même chose. Sur le tourisme, on retrouve la même chose que pour les communautés de communes. Elles sont déjà compétentes pour le PL8, communauté d'agglomération, il n'y a pas moyen de s'opposer. Actes d'intérêt communautaire, ça c'est écrit plus clairement que tout à l'heure. Elles sont compétentes dans le programme local de l'habitat. Donc là, avec une possibilité de déterminer une politique du logement d'intérêt communautaire et du logement social d'intérêt communautaire. Politique de la ville, et bien sûr, on retrouve GEMAPI, etc. Et pour l'eau et l'assainissement, il n'y a pas de possibilité de s'opposer. Et la gestion des eaux pluviales est aussi obligatoire pour les communautés d'agglo. Donc, ça confirme un choix beaucoup plus, comment dire, on dit c'est beaucoup plus intégré.
Les communautés d'agglo ont des compétences facultatives, elles aussi, qu'on retrouve à peu près les mêmes. Sur les compétences facultatives, et vous voyez, on a beaucoup parlé de compétences qui vont vers l'intercommunalité, mais on peut aussi, là, avoir des compétences qui peuvent être retournées aux communes. À la suite des fusions, il y avait des fois des communautés de communes qui devenaient des communautés d'agglomération, suite à une fusion. Et la communauté d'agglomération avait la possibilité de redonner aux communes de façon assez rapide, dans les 3 ou 6 mois qui suivaient la fusion, des compétences facultatives qu'elle ne souhaitait pas exercer, alors que normalement la loi avait dit, bon, quand on fusionne, on prend toutes les compétences existantes et on les exerce toutes. Mais pour les communautés d'agglomération, du fait du poids des compétences obligatoires qu'elles ont, elles peuvent retourner des compétences aux communes. Dans le cadre de la fusion, c'est ce qu'il y a eu des retours de compétences, mais aujourd'hui, si votre communauté de communes ou votre communauté d'agglomération trouvait que dans les compétences facultatives, il y en a qui sont trop lourdes, je pense à un portage de repas à domicile, la gestion des maisons de services au public, une action sociale qui serait très précise, à ce moment-là, on peut assez facilement, c'est le même système en retour, c'est-à-dire il faut délibérer par parallélisme des formes, de la même façon qu'on a délibéré avec une majorité qualifiée, 2/3 des communes, la moitié, ou la moitié des communes et l'inverse, et les communes les plus peuplées, on peut de la même façon redonner une compétence aux communes. Tout ça, c'est bien juridiquement, et une fois qu'on s'est mis d'accord un peu sur il faut en voir les conséquences. Les conséquences, elles sont quand même assez importantes. Elles sont de type juridique et avec aussi des compétences. Il y a des conséquences financières qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, mais qu'on va évoquer très rapidement et que vous allez peut-être assez facilement comprendre et dont vous avez sûrement peut-être entendu parler pour les élus qui sont déjà dans des communautés de communes et des communautés d'agglomération. Vous avez tous entendu parler des commissions locales de transfert de charges, qu'on appelle les CLECT, et sur laquelle vous pouvez avoir une vidéoconférence spécifique puisque c'est un sujet qui est quand même assez important. Quand on transfère une compétence, on doit mettre à disposition à celui qui devient compétent l'ensemble des biens, droits, obligations qui vont lui permettre d'exercer la compétence. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas recréer tout et repartir comme si rien n'avait été fait avant. La collectivité qui est bénéficiaire, elle se met dans la suite et elle exerce, elle continue ce qui avait été engagé. Donc elle devient responsable sur tout ce qu'on appelle sur les biens. Elle assure le renouvellement des biens, elle s'en occupe, elle fait les travaux, elle les entretient, elle les maintient en bon état. Elle peut tout faire, sauf bien sûr les vendre. Pour vendre, vous savez qu'il faut des règles très précises, le patrimoine public étant non inaliénable, il faut le désaffecter pour pouvoir éventuellement le vendre. C'est un sujet de droit dont on reparlera peut-être à d'autres occasions. La communauté compétente est substituée dans tous les droits et obligations, dans les contrats, dans les assurances, dans les marchés qui ont été conclus, etc. Elle peut, dans certains cas, se désengager juridiquement, mais au départ, elle reçoit tout ça à son nom. Et pour sortir de certains contrats, ça peut être long, compliqué. Des fois, il vaut mieux aller jusqu'à la fin du contrat et ne pas le renouveler si l'obligation ou le droit pour sortir du contrat est exorbitant. Il y a aussi des conséquences que vous connaissez peut-être, je pense, sur les personnels. Si on transfère une compétence, tous les personnels qui sont intégralement affectés à l'exercice de la compétence doivent suivre la compétence, c'est-à-dire qu'ils sont transférés de plein droit à l'EPCI, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs, et ils deviennent, à ce moment-là, leur contrat de travail change, ils sont engagés, ils sont dans un contrat de travail avec l'EPCI.
Les modalités de transfert, tout ça est quand même entouré d'un certain nombre de choses qu'on appelle une fiche d'impact. On regarde les effets du transfert sur l'organisation, les conditions du travail, la rémunération, les droits acquis, et la fiche d'impact est soumise pour avis au comité technique compétent. Parce qu'à cette occasion, il peut y avoir des regroupements, une façon d'organiser les choses différemment. Certains personnels peuvent perdre certaines missions qu'ils avaient parce qu'elles étaient moins importantes, ou en tout cas, le nouveau contrat peut réorganiser un petit peu la façon de procéder, et ça peut être quelquefois complexe ou difficile pour les agents. Donc, il faut vraiment, il y a un travail quand on transfère des compétences, c'est bien d'en parler avec le personnel à l'avance pour pouvoir faire le transfert de compétences le mieux possible. La situation est différente pour les personnels qui sont partiellement affectés à l'exercice des compétences. Là, ça devient un peu plus complexe. Effectivement, ils sont quelques heures sur la compétence, mais pas complètement. Donc, on peut leur proposer le transfert. Ils peuvent l'accepter. Et là, du coup, il y a une mutation, c'est-à-dire ils deviennent employés de l'EPCI. Et s'ils ne l'acceptent pas, ils sont remis à disposition. Ils restent personnel communal, mais sont mis à disposition pour les heures, la partie de leur fonction qui relève de la compétence transférée. Et là, ils sont sous l'autorité du président de l'EPCI dans ces cas-là. En rouge, vous voyez ce que j'ai essayé de dire en quelques mots. Tout ça, il y a des conséquences financières. L'EPCI va payer maintenant le personnel. Donc, c'est une dépense supplémentaire pour l'EPCI, la communauté de communes, mais une dépense en moins pour la commune. Or, dans les budgets, normalement, le transfert de compétences doit être neutre. Ça ne doit pas impacter les équilibres budgétaires. Il ne faut pas que la communauté de communes se retrouve avec pléthore de charges et pas plus de recettes. Et que la commune se soit allégée d'un certain nombre, et en sens inverse. Il ne faut pas non plus que la commune se retrouve avec énormément de charges que lui a rendues sa communauté et pas les moyens de les exercer. Donc, le calcul en général, vos commissions finances et la CLET vont calculer, vont regarder l'impact du transfert de charges, du transfert des compétences, c'est-à-dire il y a tant de personnels qui sont transférés, et donc du coup, on va regarder comment on équilibre ça avec des transferts de ressources. Les transferts de ressources, ça peut être des transferts de taux de fiscalité, ou pour les communautés qui sont en fiscalité professionnelle unique, et c'est maintenant la majorité d'entre vous, on impactera sur un calcul qu'on appelle une espèce de soult ou un flux qu'on appelle l'attribution de compensation, et c'est des sommes qui sont versées pour équilibrer le transfert de compétences et les charges transférées dans le cadre du transfert de compétences. C'est une somme que la communauté verse à la commune, ou en sens inverse, que la commune verse à la communauté. Et c'est un sujet de discussion, bien sûr, au sein de la CLET et au sein de la communauté de communes. Si Catherine le souhaite, je peux parler rapidement du transfert de pouvoir de police. Elle me dit. Je crois que mon micro est rebranché. Je t'entends, c'est comme tu le... Je vais l'évoquer rapidement. D'accord. Puisque au-delà... Oui. Merci. Alors, il faut que je reprenne... Non, je reste à l'écran, je te garde les... Alors, je veux bien que tu reviennes à la slide précédente. Voilà. Encore avant, s'il te plaît. Merci. Donc, au-delà des conséquences qui peuvent exister en cas de transfert ou de restitution de compétences des communes vers les communautés ou des communautés vers les communes, il y a aussi ce qu'on appelle les modes d'exercice des compétences, dont le pouvoir de police fait partie, et la loi organisée alors, par vagues successives, ce qu'on appelle le transfert du pouvoir de police spécial des maires vers les présidents de communautés de communes. Alors, la police municipale, elle, c'est le Code général des collectivités territoriales qui le détermine. Elle a pour objet d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité publique, la salubrité publique. Le maire, et ça, vous allez le voir très vite du fait de vos prises de fonction, détient des pouvoirs de police qu'on appelle générales,
mais également des pouvoirs de police spéciale. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, puisque les textes ont beaucoup évolué sur ce transfert de pouvoir de police des maires vers les présidents, c'est que la loi, jusqu'à il y a quelques jours, organisait un transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale des maires vers les présidents, dès lors que les présidents, donc que les communautés de communes, étaient compétentes en matière d'assainissement, de collecte des déchets ménagers, de gestion des aires d'accueil, de terrains de passage des gens du voyage, de l'habitat et de la voirie. Donc à partir du moment où une communauté était compétente dans toutes ces matières ou l'une de ces matières-là, le transfert des pouvoirs de police spéciale se faisait automatiquement des maires vers les présidents. Donc, j'avance. Non, Sylvie, il faut que tu avances puisque c'est toi qui as la main. Donc, jusqu'à la loi toute récente, puisque c'est la loi du 22 juin dernier, il y avait un transfert automatique des pouvoirs de police dès l'élection du président de l'intercommunalité. Sauf que, vous l'avez bien compris, les conseils communautaires aujourd'hui sont dans la très grande majorité toujours pas installés puisque le second tour ne va intervenir que dimanche prochain. Et il y avait une opposition possible des maires dans chacun des domaines que je vous ai cités dans les 6 mois qui suivaient l'élection du président. C'est-à-dire, pour qu'on compreniez bien, il y avait un transfert automatique des pouvoirs de police spéciale sans que personne n'ait rien à dire. Par contre, les maires avaient 6 mois ensuite pour éventuellement dire à leur président qu'ils ne souhaitaient pas que ce transfert soit réalisé parce qu'ils estimaient qu'ils étaient plus en proximité et plus aptes à vraiment exercer ce pouvoir de police spéciale sur leur territoire communal. Désormais, la date du transfert, non, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Désormais, donc, la date du transfert automatique n'est plus établie au jour de l'élection du président, puisque vous avez bien compris, l'élection des présidents va se faire que dans quelques semaines, mais elle se fera dans les 6 mois après l'installation du conseil communautaire. Donc, de mémoire, la date limite de l'installation des conseils communautaires, c'est le 17 juillet prochain. Bon, en réalité, pour tenir compte des jours francs, les 3/4 seront installés autour du 13 ou avant le 13. Donc, le transfert automatique se fera 6 mois, après l'installation du conseil communautaire, c'est-à-dire en janvier 2021. Et les maires auront alors ce fameux délai de 6 mois pour éventuellement dire qu'ils ne souhaitent pas que ce transfert ait lieu. Donc, là où ça change par rapport à la situation précédente, c'est que désormais, on va avoir 2 situations différentes. Si le président sortant, c'est-à-dire le président qui est élu actuellement, en fonction à la veille de l'installation du conseil. Si le président exerçait le pouvoir de police spéciale sur tout ou partie, c'est-à-dire dans une ou plusieurs ou la totalité du périmètre de la communauté, chaque maire pourra s'opposer à la reconduction de ce transfert de pouvoir police en notifiant son opposition au nouveau président. En revanche, si le président sortant n'exerçait pas, puisque les transferts automatiques avaient été refusés par les maires, le pouvoir de police spéciale, chaque maire aura la faculté de s'y opposer, donc à ce transfert automatique, en lui notifiant son opposition. Voilà. Et à partir du moment où un ou plusieurs maires vont notifier au président qu'il s'oppose au transfert de ses pouvoirs de police spéciale, le président aura lui aussi la faculté d'y renoncer, ce qui peut assez facilement se comprendre, si vous voulez. Parce que si normalement le président a le pouvoir de police sur la totalité du périmètre communautaire, par exemple sur les aires d'accueil des gens du voyage, mais que dans 3 ou 4 ou 8 communes sur 12, par exemple, les maires n'ont pas souhaité, on peut comprendre que le président n'ait pas envie d'exercer ce pouvoir que sur quelques communes de son périmètre. Donc, à partir du moment où un maire
s'est opposé au transfert de ses pouvoirs de police spéciale, le président peut lui aussi y renoncer dans le mois qui suit la période de 6 mois et lui aussi par notification à chacun des maires des communes. Et dans ces cas-là, le transfert n'a pas lieu. Voilà, donc il faut bien comprendre la petite différence qui a été, enfin la différence assez notoire, hein, qui a été introduite par la loi du 22 juin dernier. Voilà ce que je pouvais rapidement vous dire sur l'exercice des pouvoirs de police spéciale. Juste peut-être vous dire, Sylvie, si tu veux bien avancer sur la slide suivante, que en dehors des pouvoirs de police qui sont automatiquement transférés au président, peu importe le délai que je viens de vous citer, hein. Il existe aussi un transfert des pouvoirs de police spéciale qui peut être fait à titre facultatif en matière de défense incendie, en matière de sécurité des manifestations culturelles et sportives. Mais à ce moment-là, il faut que ça ait été proposé par un ou plusieurs maires et le transfert sera décidé par arrêté préfectoral à condition qu'il y ait l'unanimité de l'ensemble des maires de la communauté pour transférer ces pouvoirs de police. Voilà, je fais assez rapide là-dessus. Il faut juste que vous ayez bien en tête que vous avez un délai pour que ces transferts soient, ces pouvoirs de police spéciale soient automatiquement transférés et vous avez un délai pour y renoncer. Et à partir du moment où vous aurez renoncé, le président aura à son tour un délai pour éventuellement y renoncer également. Voilà, Sylvie, je te repasse peut-être la main sur les aspects de mutualisation. D'accord, parfait. Donc, avant de rentrer dans les mutualisations, peut-être vous avez des questions, n'hésitez pas soit à travers le chat, sur le côté, et sinon, on continue en pensant que c'est suffisamment clair pour tout le monde. Le tableau qu'on vous a brossé de l'intercommunalité vous a donné quand même un peu un sentiment. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de règles juridiques et que, à soi tout seul, c'est un sujet sur lequel il faut se plonger puisqu'il y a des règles qui sont quand même assez complexes. On retiendra peut-être que 3 éléments juridiques entre la loi MAPTAM en 2014, la loi NOTRe en 2015, qui étaient des lois qui ont poussé à l'intégration des communautés, et puis la loi du 27 décembre 2019, qui est un petit peu un retour, mais on ne peut pas vraiment dire un retour, plutôt une façon de prendre conscience que quand même, ça avait été une course assez forte et assez contraignante pour le mandat passé, pour les élus qui ont dû, j'allais dire, avaler tout ce fatras juridique important, mais c'était beaucoup de choses et beaucoup de compétences ont été transférées. Donc, en 2019, il y a eu un peu une prise de conscience qu'il fallait peut-être aller un peu moins vite, et on l'a vu sur l'eau et l'assainissement. Mais dans cet ensemble juridique, il y avait quand même peut-être le moyen de comprendre une notion un petit peu nouvelle, et qui était déjà dans la loi NOTRe. Plus on intègre, plus on remonte les compétences auprès des intercommunalités et plus on a besoin par contre de souplesse dans la façon de travailler. Et déjà la loi NOTRe, c'est elle surtout qui a donné les outils, qui a abordé cette notion de mutualisation. Alors mutualisation, c'est très large, c'est un terme pour dire qu'on va se coordonner, on va mettre en commun, on va travailler ensemble pour les projets, pour la gestion des services, sans qu'on ait besoin de créer une nouvelle structure pour cela. Et donc, c'est plus une notion de moyen, une façon de faire, plus que ce n'est pas une notion juridique en tant que telle. Par contre, ce qui est codifié, ce qui est défini par la loi, c'est les outils de la mutualisation. Et imaginez un petit peu la mutualisation comme une boîte à outils dans laquelle vous allez pouvoir vous servir quand, une fois qu'on aura épuisé toutes les possibilités offertes par les compétences, par l'intérêt communautaire, par le facultatif ou pas facultatif, au moment d'agir, ben peut-être qu'on aura besoin de travailler en utilisant des outils de la mutualisation. 3 sens, on peut mutualiser de façon ascendante,
c'est le PCI qui va mettre des moyens au service d'une commune ou plusieurs communes. On peut mutualiser de façon descendante. Une commune met des moyens à la disposition de l'EPCI ou horizontale. Bon, tout ça, c'est des termes un peu géographiques. On va partager entre communes des moyens sans même que l'EPCI s'en préoccupe. Vous voyez que les cas de figure sont très nombreux et le graphique qui suit, qui est peut-être un petit peu compliqué, mais qui montre bien plusieurs types de relations qui peuvent exister. Les modalités de cette mutualisation, elles peuvent être assez diverses, et notamment, on est un petit peu, il faut être prudent sur une chose qui est quand même la notion de prestation de service au sein de la mutualisation. C'est un petit peu différent. Pourquoi prestation de service? Parce que les communes et les communautés, quand vous agissez, vous êtes quand même dans un monde où il se passe des choses, et un monde dans lequel il y a des entreprises qui proposent aussi des services qui, quelquefois, se recoupent avec les vôtres. Ce qu'on appelle le champ économique, c'est l'ensemble de situations où vous pouvez trouver des entreprises qui font aussi qui proposent des services équivalents quelquefois à ceux que pourrait proposer une commune ou une communauté. Là, il faut faire attention puisque l'action publique ne doit pas gêner l'action privée, et donc il n'y a pas de raison, si les règles des entreprises qui sont soumises à des obligations de publicité, à de la mise en concurrence et qui répondent à des marchés, il faut aussi que la commune ou la communauté qui pourrait être dans une relation client-fournisseur, je pense par exemple à certains services sociaux où on peut avoir des sociétés privées qui sont très actives dans ce domaine, il faudra concurrencer dès lors qu'on voudra offrir le service en dehors de son territoire ou à une commune du territoire sans avoir pris cette compétence pour l'ensemble. Donc, la notion de prestation de service, qui est un des outils de la mutualisation, dans ce cas-là, il faut respecter les règles qui existent pour les entreprises aussi, si on n'est pas dans une action d'intérêt général et s'il y a sur le territoire des entreprises qui proposent les mêmes services que vous êtes éventuellement amenés à faire. Donc, attention à la prestation de service, un petit peu plus compliqué puisque on touche à des services qui peuvent être des services économiques. La prestation de service, donc, on va vous demander de tenir un budget annexe avec des recettes qui comprendront les taxes, les redevances, les facturations surtout, correspondant aux services et les contributions qui vont avec, pour avoir vraiment un prix de revient et pouvoir donner une facture qui ne crée pas un profit pour une des entités, une des collectivités locales. Prestation de service, donc, outil de la mutualisation, mais un petit peu particulier. D'autres services, d'autres façons d'être en mutualisation, celles-là, elles sont beaucoup plus, on peut les imaginer beaucoup plus facilement. C'est ce qu'on appelle les services communs. Très rapidement, c'est dans le Code général des collectivités territoriales, figure cette possibilité au niveau de l'EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres de mettre ensemble les services, on va dire, fonctionnels. Les missions opérationnelles, etc. Ça voulait dire la gestion du personnel, la gestion administrative et financière, l'informatique, l'expertise juridique, l'expertise fonctionnelle, l'instruction de projets de décision, par exemple, pris par les maires au nom de la commune ou de l'État. Là, on pense par exemple au permis de construire, etc. Et c'est un moyen de faire des économies d'échelle. C'était ce qui était un peu visé par la loi. On connaît des communautés où maintenant, certaines communes n'ont plus du tout de personnel directement. Tout le personnel est intercommunal et elles ont une sorte de droit. Elles utilisent, dès le début d'année, elles indiquent combien de temps elles auront besoin du personnel intercommunal pour faire telle et telle tâche chez elles. Et puis, sur la gestion administrative et financière, c'est la même chose. Il peut y avoir beaucoup d'exemples. L'informatique est aussi un exemple
très, très facile à imaginer. Bien sûr, il faut une bonne proximité et travailler ensemble en préparant à l'avance le service commun pour qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette, des difficultés ou que la personne ou que les communes ne se sentent pas obligées d'attendre parce que l'organisation fait qu'on a mal calculé et que les personnels ne sont pas disponibles à ce moment-là ou que la personne qui fait ça au niveau de l'intercommunalité est débordée. Voilà. Plus intéressant, c'est aussi l'instauration d'un service commun entre une communauté et le CIAS afin d'assurer des missions fonctionnelles. Là aussi, pour le CIAS, ça peut être une économie et un meilleur emploi, une meilleure facilité de gestion des missions pour du personnel qui sinon aurait été soit mal occupé, soit trop qualifié, soit plein de situations différentes. Juste petit rappel peut-être pour les nouveaux élus, donc le CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale, qui est l'équivalent de vos CCAS, mais organisé à l'échelle d'une communauté. Voilà. Et qui n'empêche pas d'avoir des CCAS. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le CCAS et le CIAS. Les missions ne sont pas les mêmes. Vous voyez, il faudra bien regarder. Les missions du CIAS ne sont pas les mêmes missions que celles du CCAS. C'est pour ça qu'on peut avoir deux entités. Je ne sais pas quelle heure il est, si on est en avance ou en retard, mais si vous êtes toujours avec nous, je continue. Vous voyez, vous avez des slides qui précisent qu'est-ce que c'est que ces services fonctionnels, des services administratifs ou techniques, donc là, qui aident à l'exercice des compétences, mais ne sont pas directement rattachés à ces compétences. La définition a le mérite d'être claire. Il y aura un employeur, le PCI, ou l'une des communes. Donc, on regroupe tout ça ou à l'interco, ou dans une commune qui, par exemple, c'est le cas des villes-centres, on y pense tout de suite, elles avaient souvent l'habitude déjà d'exercer pas mal de compétences pour tout le monde, pour le territoire. Elles sont dans l'interco, plutôt que de transférer tout le monde à l'interco et de faire tout un tas de délibérations et de choses compliquées. La commune centre garde les services et les met à disposition. On compte le nombre d'heures, on compte le nombre d'unités d'utilisation et on rembourse la commune centre qui a mis tout ça à disposition. Donc là aussi, neutralité budgétaire assurée. Et pour donner un petit peu envie à tout le monde, on avait pensé, la loi avait pensé de mettre les coûts du service commun. Alors, les coûts de la mutualisation font partie du CIF, mais la création d'un service commun n'a pas été, le dispositif n'a pas été appliqué. Mais c'est un point financier qui n'a pas eu beaucoup d'intérêt. On n'est pas obligé de le mettre sur la slide si ça n'a jamais été appliqué, c'est pas la peine. Donc, je passe un peu plus vite à l'instauration des services communs. Pour le faire, il faut avoir quand même une démarche un petit peu attentive. Ce qui était prévu par la loi MAPTAM a été renforcé encore par la loi du 7 août 2015, qui est allée même plus loin, puisqu'elle propose de prendre en charge, dans le service commun, l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'État, à l'exception, bien sûr, des missions dévolues au centre de gestion. Là, on ne va pas empiéter sur les prérogatives du centre de gestion. On peut valoriser les services communs par imputation sur l'attribution de compensation. C'est une notion financière. On en reparlera peut-être à l'occasion des points financiers. Ici, les services communs sont gérés par le PCI, mais peut-être aussi gérés par une commune qui serait choisie par l'organe délibérant de l'EPCI. Les personnels qui interviennent intégralement dans un service commun, là, sont transférés de plein droit après avis de la commission paritaire de l'EPCI jusqu'au 1er janvier 2020. Et les décisions ne sont plus soumises à partir de janvier 2020. Les décisions individuelles ne sont plus soumises à l'avis de la CAP de façon, en fait, à faciliter un petit peu ces transferts de plein droit.
Par contre, on reste toujours sur les personnels qui interviennent en partie dans le service commun, qui sont de plein droit mis à disposition sans limitation de durée à titre individuel de l'EPCI ou de la commune chargée du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. Donc, la loi de 2015, elle renforce, elle donne en fait la possibilité, elle donne la main à l'EPCI pour les services communs et avec possibilité par contre de l'EPCI et du conseil communautaire de reconfier à la commune, à une commune choisie par l'organe délibérant, par le conseil communautaire, de lui redonner cette gestion au sein de la commune. Donc on a avancé d'un cran quand même dans l'organisation de volonté intercommunale. Pourquoi effectivement faire un service commun? Effectivement, on l'a dit rapidement, hein, répondre à un besoin non pourvu sur le territoire, développer de l'expertise, du partenariat, une approche managériale plus homogène entre les communes membres, les personnels de mairie, donner des opportunités. Ça peut être quelquefois plus intéressant pour une personne qui travaille, qui a une vision un peu plus générale sur le territoire, qui travaille pour plusieurs communes, qui apporte son expérience d'une commune à l'autre. Il y a sous-entendu une idée un petit peu d'harmonisation. Enfin, optimiser les dotations d'État. Effectivement, c'est un point dont on parle dans les questions finances et ça peut être un levier, ça peut être un élément d'un pacte financier et fiscal qui s'ajoute à ce qu'on a déjà vu, les outils de travail d'organisation fonctionnelle. On a vu le pacte de gouvernance, il y a aussi son pendant financier, le pacte financier et fiscal. Et tout ce qu'on a expliqué un petit peu sur ces services communs peut parfaitement rentrer dans le fameux pacte de gouvernance qu'on vous a présenté plus tôt, qui permet de mieux comprendre tous les avantages et l'organisation de l'intercommunalité. Pour finir, puisque je pense que vous êtes tous épuisés, en plus on a commencé un peu tard, rappelons que quand même le schéma de mutualisation qui est obligatoire, il faudra le rédiger, dire un petit peu vos projets dans ce schéma, même si vous n'avez pas fait grand-chose. C'est un document obligatoire qui va indiquer un petit peu les axes, les orientations que vous voulez développer au cours du mandat. On vous donne un exemple de son contenu. Vous êtes libre, hein, c'est une feuille de route, mais voilà un petit peu tout ce que vous pouvez mettre dans le schéma de mutualisation. Sachant que, si je peux me permettre, Sylvie, c'est vraiment à titre indicatif cet exemple de contenu. Vous trouverez sur la plateforme de la Banque des Territoires, dans l'espace territoire fonciel, un document sur les outils de mutualisation dans lesquels on vous présente différents contenus possibles, mais surtout une méthodologie pour réaliser un schéma de mutualisation. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le document. Et par ailleurs, nous pouvons tout à fait aussi organiser éventuellement, si vous le souhaitez, une visioconférence qui serait spécifique aux outils de mutualisation, voire dans les mois qui viennent, intervenir directement dans vos communautés de communes, directement chez vous, sur une demi-journée ou une journée, pour vous expliquer ce qu'est le schéma et ce que sont les outils, parce que on en a bien conscience, c'est quand même quelque chose de relativement complexe et qui peut demander du temps pour comprendre un peu toutes les subtilités de chaque outil et l'intérêt de tel ou tel outil selon les configurations dans lesquelles vous vous trouvez, que vous soyez d'un côté commune ou du côté communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter le document et à faire appel à nos services si vous voulez aller plus loin sur ces questions-là. Voilà. Et ça, je pense que l'AMF 43 se saisira de cette proposition pour la proposer à ses élus. N'est-ce pas, Cyrielle? Eh bien, n'hésitez pas. Voilà. Oui, il faudra tout nous faire passer et puis on renverra après peut-être les descriptifs pour cela, pour tout réexpliquer. J'espère que
qu'on ne vous a pas présenté trop rapidement un peu toutes ces orientations, ces éléments juridiques, c'est important. Bon, vous avez un petit peu de temps devant vous, les élus, pour vous acclimater avec toutes ces choses qui sont plus ou moins nouvelles. On en a tous un peu entendu parler, mais il y a quelquefois des quiproquos et on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Donc, on espère qu'on a clarifié le sujet et les filles pédagogiques sont là pour s'y retourner, s'y replonger quand on a un doute. Aussi, notre service de renseignement téléphonique que vous pouvez appeler directement ou avec votre responsable d'AD, on répond à toutes questions. Comme l'a dit Catherine, vous avez le numéro qui est indiqué ci-dessus. La tâche est certes lourde, mais elle peut être passionnante. Le travail des relations communes-communautés, c'est quand même un point qui va prendre de plus en plus d'importance au sein de votre travail, de votre mandat d'élu. Voilà pour moi. Catherine, des éléments de conclusion peut-être? Non, pas particulièrement, sauf si vous avez des questions particulières par rapport à certains points sur lesquels on serait allé trop vite. On a bien conscience que expliquer les fondamentaux de l'intercommunalité en 1h30, c'est un peu lourd. Voilà, en plus sans aborder les finances. Mais on reste de toute façon à votre disposition, soit par le téléphone, soit si vous souhaitez des interventions directes chez vous pour mieux expliquer les choses à l'ensemble des élus et pas uniquement aux nouveaux maires, hein, mais aussi à l'ensemble des conseillers municipaux, parce que il ne faudrait pas retomber, je dirais, dans les travers du mandat précédent où beaucoup d'élus municipaux ont fini par être dans une position de défiance vis-à-vis de leur intercommunalité, et les deux travaillant de pair, la défiance n'est jamais quelque chose de bon. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus d'informations pour mieux comprendre ce qu'est une communauté et mieux comprendre comment vous pouvez prendre votre place pleine et entière au sein de vos communautés, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, pour moi j'en ai terminé, sauf s'il y a des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a perdu beaucoup de monde. Alors, j'ai cru comprendre en lisant le chat que vous aviez eu des problèmes d'orage. Je pense Je pense qu'il y a eu des coupures de connexion, à mon avis, oui. Voilà, et je pense qu'il y a un certain nombre, parce qu'il y avait pas mal d'inscrits, et je suppose que certains ont eu des coupures et n'ont pas pu se connecter. Entre les coupures ou peut-être les orages à gérer sur la commune. Oui, on est en vigilance orange, oui. Ah oui, c'est ça. Mais on va leur transmettre en fait le PowerPoint et après, je pense que Le lien. dès qu'il sera et le lien et dès qu'il sera possible de remettre en place des réunions présentielles, des forums ou autres, puisque là tout est un peu chamboulé, peut-être qu'après voir l'intervention dans notre département pour voir, parce que les réunions présentielles sont l'occasion avant ou après les réunions que les élus viennent vous poser aussi des questions directement et c'est aussi peut-être plus simple, mais là, c'est vrai que le programme a été un peu chamboulé. Oui. N'hésitez pas, on peut très bien nous, on espère, Oui. situation sanitaire, on la contrôle pas, mais on espère pouvoir refaire du présentiel à partir de cet automne. Et à ce moment-là, on pourrait tout à fait envisager une intervention, mais sur une demi-journée dans laquelle vous inviteriez assez largement les nouveaux élus. Et ce qui peut être, voilà, sur une demi-journée, ce qui peut être intéressant, c'est aussi que des élus d'un territoire à un autre qui ne se connaissent pas échangent aussi. Oui. Et ça fait partie des modules de Mairie 2000, hein, le schéma de mutualisation, les aspects financiers de l'interco, etc. Tout ça, ce sont des modules sur lesquels territoire conseil intervient. Parfaitement. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Merci à toutes les deux. Pardon de vous avoir laissé derrière la porte. Tout excusé, Nathalie. Merci beaucoup. Oui. Et Cyrielle aura le mot de la fin, comme d'habitude. Je pense que... Merci en tout cas, merci à tous, merci aux deux intervenantes et merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup, Nathalie. Oui.